et on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, lundi 25 janvier 2021, premier point actu de la semaine du coup. Et comme tous les lundis, on va entamer avec, vous avez l'habitude maintenant, le prix des cartes graphiques, des processeurs, de la RAM et des SSD. On continue avec les habitudes, le top 10 des ventes Steam du 18 au 24 janvier. Après, on aura un petit bon plan, un seul. En vrai, c'est le seul que j'ai vraiment trouvé pertinent. C'est vraiment des tarifs intéressants. Après, tout le monde n'a pas l'utilité de ce genre d'objet, mais c'est un disque dur avec des grosses capacités, mais aussi une grosse taille. Vous verrez. Moi, j'en ai un qui ressemble, et en vrai, je trouve ça pas mal. Après, ça a ses limites. On aura une petite news de Microsoft qui fait son mea culpa par rapport à son service Xbox Live Gold. Le service Xbox Live Gold qui est l'équivalent du PSN de Sony et qui est l'accès au service en ligne des jeux. On aura un petit projet de Samsung, un petit projet à 10 milliards de dollars. Petit projet de Samsung pour créer une usine. Pas vraiment, vous verrez, hein, c'est assez marrant, c'est un peu en réponse et tout. Franchement, qui peut se permettre d'avoir des réponses à 10 milliards de dollars? Visiblement Samsung, mais c'est marrant. Petite news espace, vous savez j'aime l'espace, du coup je vous parle de ça. SpaceX qui a battu le record du plus grand nombre d'envois de satellites en une seule fusée. Donc 143 ou 144, on ne sait pas trop, mais c'est beaucoup. Et c'est un petit truc intéressant aussi, parce que pas tous pour des entreprises liées à SpaceX ou Elon Musk, c'est un lancement partagé, et ça aussi c'est intéressant. Même si ça peut avoir des mauvais aspects, ça peut aussi en avoir des bons. On aura la présentation très rapide d'un SSD de chez Corsair qui décide d'enfin passer au PCI Express 4.0 pour avoir toujours plus de débit. Enfin les 7000 ms sur les SSD Corsair. On aura deux présentations de ventilateurs. Alors un premier assez classique, à part un petit point qui est plutôt sympa et pas habituel, donc on verra. On n'a pas le prix malheureusement, et ce sera, on ne sait pas trop dans quelle gamme de prix, mais ça peut être intéressant. Et un ventilateur plutôt axé sur le look, et pour le coup moi j'avoue que chez moi ça marchera bien. Après à vous de juger, mais chez moi ok, pourquoi pas. On aura des processeurs avec Intel qui nous parle déjà, et oui déjà, de sa 12e génération, alors que la 11e n'est pas encore sortie, mais bon. Beaucoup de changements sur cette 12e génération d'Intel qui, de toute façon, il faudra faire des changements, parce que là, un peu compliqué chez Intel, on a des problèmes à être concurrentiel, mais bon. On verra dans les temps à venir comment ça se passera chez eux. On aura aussi des petites news cartes graphiques. Alors, première petite news d'AMD qui nous redonne, ils redéposent des brevets nous laissant penser que leurs futures cartes seront des architectures MCM. Donc MCM, c'est le multi-chip module. On avait déjà parlé, c'est le fait d'associer des éléments qui n'ont pas la même finesse de gravure, ce qui peut permettre d'avoir des process, de créer des choses moins chères en fait. C'est surtout ça, et aussi pourquoi pas faire des économies. Du coup moins cher, ce que je viens de dire, pardon, faire des économies et avoir une disponibilité plus simple aussi. Problème du moment, la disponibilité, on sait pas trop
C'est pas trop, hein. On ne sait pas trop l'avenir de la disponibilité, surtout sur les cartes graphiques. Donc s'ils trouvent des solutions, ça peut être intéressant. On aura enfin les dates de disponibilité des 3060. Pas mal. Mais on verra s'il y en a vraiment. C'est un peu ça, surtout qu'il n'y a pas de Founders Edition. Le visuel de la carte d'une 3090, on en profitera pour faire un petit cours d'élec vite fait. Moi j'avoue que je trouve ça marrant, mais on va pas rester trop longtemps, j'imagine que beaucoup de gens vont être perdus. Et on finira avec le test d'un ordinateur portable de la marque MSI. Alors, bon, vous verrez, hein, c'est un monstre qui coûte très cher, mais en vrai, je vais aussi l'utiliser pour illustrer un truc dont j'ai plusieurs fois parlé, notamment avec les annonces des processeurs AMD série 5000 mobile et des séries 30 de Nvidia mobile. Vous allez voir, c'est intéressant. Du coup, pas mal de trucs, on va essayer de pas trop traîner parce que voilà, j'ai déjà traîné. On a l'habitude, hein, je traîne tout le temps. Et on va commencer tout de suite avec le prix des cartes graphiques. Alors, ça va être très très simple. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de disponibilité. À part des 3090 à 2000 euros. Et oui, hein, le petit stock de 3090 sorti la semaine dernière en Founders Edition au prix de la Founders Edition n'est pas resté longtemps. Maintenant, c'est 2000 euros. Peut-être 1950 pour certains modèles, peut-être, mais pas sûr. Et sinon, on a de la 1650, donc voilà, à 215 euros, ça fait mal. Et de la 1660 Super, qui est une carte graphique OK pour du Full HD. Juste, elle est actuellement à 275 euros, ce qui est très très cher. Personnellement, j'ai cette carte, une 1660 Super. Je l'ai payée moins cher que ça. Il y a de ça plus de 6 mois. Donc voilà, hein, c'est bien trop cher pour ce que c'est, malheureusement. Et il n'y a pas d'autre disponibilité. Franchement, les cartes graphiques, bien heureux de ne pas avoir besoin d'en acheter une tout de suite parce que c'est pas un bon moment pour acheter des cartes graphiques, ou alors il faut avoir des sacrés budgets et s'acheter une 3090 à 2000 euros. Voilà. Voilà vos options. C'est un peu triste comme option. Oula, j'étais pas revenu en haut de cette news. On continue avec les processeurs. Alors par contre, les processeurs, il y en a. Et oui, incroyable. Il y en a d'ailleurs pas mal, quasiment tous. Peut-être des stocks pas très conséquents sur les Ryzen 9 dernière génération, mais sinon le reste ça va. Alors qu'est-ce qu'il y a à noter? Il y a à noter tout de même chez Intel le i5 9e génération qui prend 20 euros. Ça c'est pas très sympa, il passe à 250 euros. Pas super attractif, mais ok, pourquoi pas. Par contre, point plus intéressant, le i9 10e génération qui lui perd 47 euros et qui passe à 570 euros, donc plus correct comme prix. On rappelle quand même que c'est un processeur avec 10 cœurs, donc on est sur du beau bébé et de la très haute performance. Donc 570 euros, c'est des tarifs corrects pour ce genre de processeur. On passe ensuite chez AMD parce que les autres variations chez Intel sont de quelques euros et ne font pas vraiment de différence. Chez AMD, plus de changements. On a d'abord des hausses sur le Ryzen 7 2700X qui est maintenant ancien et qui se prend quand même plus 60 euros, ça fait mal. Il passe à 290 euros, donc clairement pas vraiment attractif à ce prix-là. On va pas dire autre chose, hein, c'est pas vraiment attractif. On a aussi le Ryzen 5 3600X qui est quand même un des processeurs les plus vendus de la marque AMD, qui prend un bon gros maxi plus 90 euros et qui passe à 380 euros, ce qui est très cher, vraiment très cher je trouve. À noter en plus que le 5600X est seulement 10 euros plus cher, donc vous savez ce qu'il vous reste à acheter.
Si vous voulez vraiment un Ryzen 5 à ce prix et que vous êtes prêt à mettre ce prix-là, prenez le 5600X qui sera plus performant. On passe maintenant du côté des baisses. On a le Ryzen 7 3700X qui est très attractif à 290 €. Il prend un moins 80 €. Moi, j'en ai acheté un à ce prix-là. Donc vraiment très attractif, hein. Je suis tout à fait d'accord sur les termes. C'est quand même 8 cœurs, ça fait du bon taf, c'est du bon processeur relativement puissant. Et à ce prix-là, ça régale, hein. 290 €, il est moins cher que tous les Ryzen 5, hein. Voilà, on n'en dit pas plus. Et on a aussi le Ryzen 7 5800X qui perd 78 € et qui est actuellement à 471. Donc c'est pareil, hein, ça redevient plus sympa. Ça redevient vraiment plus sympa et ça montre aussi que c'est plus disponible. Donc non, pas pire que la crypto, faut pas abuser. Mais c'est cool, c'est cool. Ça veut dire que les stocks reviennent et ça, il faudra attendre tout de même les prochaines semaines pour voir si la tendance se tient, mais ça a l'air plutôt sympa pour nous, consommateurs. Ça veut dire des prix en baisse. Et c'est toujours sympa, hein. Si on peut payer moins cher, moi je suis chaud. On continue avec la RAM. Alors la RAM, il n'y a pas de changement, à part des trucs de 5 € ou moins. Donc clairement, je vais pas... C'est ok, la RAM, c'est toujours un bon moment, ça bouge pas trop, tant mieux. Ça ne s'affole pas comme certains pouvaient le penser, notamment moi, hein. J'ai plusieurs fois évoqué le fait que ça pouvait s'emballer et ça peut toujours s'emballer, mais actuellement ça ne s'emballe pas et c'est tant mieux pour nous, parce que ça ferait mal quand même que tout s'emballe. Il y a certains trucs qui sont emballés, voire des trucs qui sont pas du tout disponibles, mais la RAM ça va, donc si vous avez de la RAM à acheter, allez-y, c'est un bon moment. Il y a d'ailleurs probablement des promos pour les soldes, donc faites-vous plaisir. J'ai encore pas remonté la news, c'est pas grave. Moins bien préparé cette émission d'aujourd'hui. C'est pas grave. C'est les aléas du direct, vous comprenez. On finit avec du coup le SSD. Le SSD pareil, pas vraiment de changement important. Quelques trucs haut de gamme qui bougent. Quelques trucs bas de gamme qui bougent de 1 €. Franchement, on s'en fiche un peu. Enfin, c'est vraiment pas important comme changement. Toujours pareil, c'est la deuxième semaine qu'on dit ça. Bon tarif sur le stockage. Si vous avez des SSD achetés, c'est pas mal comme moment. En plus, c'est pareil, hein, encore une fois, les soldes, il y a toujours des petites promos de temps en temps. Vous pouvez gagner même quelques euros. C'est toujours ça de gagner. Si vous avez un budget serré, il faut pas négliger le gain de quelques euros. Plusieurs fois quelques euros, ça fait un peu plus d'euros. Donc ça peut servir. Du coup, ça peut être un bon moment si vous avez interne, externe, SSD, HDD en ce moment, c'est plutôt agréable. On continue avec le top 10 des ventes Steam. En fait, j'ai remonté aucune news. Let's go. Du 18 au 24 janvier, donc la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'on a à noter? On a noté que Rust reste premier. J'avoue que je suis toujours pas allé vérifier. Je joue pas au jeu et je connais pas trop le jeu. Mais les raisons de ce top 1 plusieurs semaines d'affilée, sûrement du contenu additionnel et l'influence des streamers, parce que je vois de plus en plus de trucs de stream là-dessus que je n'ai pas regardé, et j'ai des journées de 24 heures comme vous. Par contre, on peut noter Cyberpunk toujours dans le classement. Ça baisse un petit peu, mais on est toujours là. Donc malgré tout ce qu'on lui reproche, il reste dans le top 10 des ventes Steam plusieurs semaines d'affilée, donc bien joué à lui. Et l'arrivée de 3 petits nouveaux. On y voit Everspace 2 qui arrive directement à la 2e place du classement.
Code y était déjà pas la semaine dernière. Du coup, Everspace 2, j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est. De toute façon, les nouveaux, je sais pas du tout ce que c'est à part un. Celui que j'ai vu, c'est Dyson Sphere Program, qui a l'air très marrant. Oui, c'est Steam. Le dernier nouveau, c'est Skull the Hero Slayer, qui arrive à l'avant-dernière place, que je ne connais pas du tout non plus. Je n'ai pas du tout entendu parler de... Encore Everspace, ça me dit quelque chose, mais je sais pas du tout de quoi il en retourne, mais ça me dit quand même quelque chose, j'ai dû l'entendre. Skull the Hero Slayer, ça ne me dit rien du tout, c'est la première fois que je lis ou que j'entends ce titre de jeu, donc j'irai voir, j'irai m'enseigner, voir à quoi ça ressemble. Parce qu'il y a toujours des raisons, hein. Il y a toujours des raisons pour qu'un jeu, surtout, surtout des jeux qui ne sont pas des gros titres annoncés par des gros studios, arrivent comme ça direct dans le top 10 des ventes sur Steam, qui est un bon, une bonne image parce que une des plus grosses plateformes. Donc c'est cool. On continue avec le bon plan. Le bon plan d'aujourd'hui, le seul, c'est un disque dur. Alors c'est un disque dur externe qui est gros parce qu'il est au format 3,5 pouces. Inconvénient des disques durs externes 3,5 pouces, c'est déjà qu'ils sont gros, parce que le disque de base est gros, du coup la coque autour est aussi grosse. Et deuxième point vraiment très important, c'est qu'il faut une alimentation externe. Donc vous avez un câble à brancher dans une prise de courant. Point positif, parce qu'il en faut aussi, c'est très peu cher. Et ça a les mêmes caractéristiques qu'un disque 2,5 pouces qui coûte plus cher. Exemple ici, on a tout de même 6 Tera pour 109 €. Et si 6 Tera, c'est pas assez pour vous, vous avez la version 8 Tera à 139 € à la Fnac. Donc 6 Tera 109 € sur Amazon, 8 Tera 139 € à la Fnac. Ça aura les caractéristiques d'un disque dur classique. C'est pas du SSD, c'est pas hyper rapide. Par contre, vous avez 6 ou 8 Tera pour des prix quand même très accessibles. 6 Tera, déjà, aller remplir 6 Tera, franchement, faut quand même avoir de la matière, hein. On va pas se mentir. Et 110 €, c'est quand même très accessible pour avoir un disque dur quasiment irremplissable, sauf si vous... Enfin, je dis pas qu'il est irremplissable, je dis juste que si vous le remplissez, c'est que vous avez sûrement des trucs dont vous pouvez vous passer. Voilà, et non, mais clairement, c'est des prix très attractifs, surtout qu'on est sur du Seagate Expansion, qui sont du très très bon matériel. Moi, personnellement, j'en ai un plus vieille version de 2 Tera, qui est vraiment vieux, hein. Pareil, il doit avoir plus de 10 ans, il marche encore très très bien. Et en vrai, ça fait très très bien le taf. C'est pareil, hein, moi j'avais dû payer 80 € pour 2 Tera il y a 10 ans. Donc imaginez, déjà avoir un disque dur de 2 Tera il y a 10 ans, c'était cool, hein. Un disque dur externe de 2 Tera, ça faisait plaisir, hein. Pas de 4K, hein, il y a 10 ans. Déjà avoir du Full HD, c'était cool. Tout ça, donc... En vrai, c'est des prix très intéressants, c'est pour ça que je voulais vous partager et je suis sûr de la qualité de la chose parce que moi j'ai une version plus ancienne de ce disque dur qui fonctionne encore et pourtant pas toujours été bien traité. Je l'ai jamais fait tomber, hein. Ne faites jamais tomber un disque dur, c'est quand même la pire idée au monde. Mais voilà, il a bien servi. Donc Donc c'est du très bon matériel si vous avez besoin d'un disque dur qui est externe mais pas ultra portable. Faut quand même, enfin, c'est assez lourd et il faut une prise de courant, donc c'est pas ultra portable.
mais c'est très haute capacité de stockage, c'est cool. On continue avec Microsoft et son mea culpa sur son service Xbox Live Gold. Alors le Xbox Live Gold, le service d'accès en ligne aux jeux vidéo. Ils ont voulu augmenter le tarif la semaine dernière, ou il y a une semaine. Les joueurs n'ont pas aimé, clairement. On leur dit ouais, tu vois le service que tu payes tous les mois, et ben il va augmenter. Non, 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 pas content. Ils ont entendu, ils ont dit pardon, on n'augmente pas. Ils ont même dit on vous a entendu, on rend en plus accessible gratuitement le mode online des jeux free-to-play. C'est quand même plutôt sympa. C'est quand même plutôt sympa. Ça permet aux gens qui ont des budgets restreints de pouvoir jouer à des jeux, même en ligne, sans forcément dépenser de l'argent dans un abonnement mensuel. Donc pourquoi pas. En plus, c'est encore un argument de vente supplémentaire à la Xbox Series S, qui est, elle, faite pour le tout dématérialisé, à un prix accessible. Donc en vrai, c'est plutôt sympa. Et c'est plutôt honnête, même si c'est après avoir voulu augmenter les prix. Ils ont écouté leurs consommateurs et ils ont décidé de faire un geste plus sympa. Mais bon, c'est quand même, il a fallu râler, comme souvent. Mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils font des trucs bien, on va dire c'est bien. On continue avec Samsung. Samsung qui prévoit de dépenser 10 milliards de dollars pour construire une usine aux États-Unis pour produire leur future puce en 3 nanomètres. Pourquoi ils font ça? Parce que en vrai, Samsung est une entreprise coréenne massivement implantée en Asie. Ils ont déjà des gros sites de production en Asie, et j'imagine notamment en Corée. Pourquoi vouloir aller s'implanter aux États-Unis, qui est pas leur maison mère et qui n'a pas forcément un coût du travail moins cher que l'Asie? Simplement pour des raisons de partenariat, parce que Samsung a des clients américains, même de nombreux clients américains, notamment Nvidia actuellement. Nvidia qui a dit qu'ils allaient probablement, enfin tout n'est pas acté, mais il y a des rumeurs selon quoi ils allaient frapper à la porte de TSMC, un autre gros producteur de puces, de semi-conducteurs, c'est ça le terme, pour leur future carte. Donc j'imagine que Samsung n'a pas trop envie de perdre ses clients, déjà, premier point. Deuxième point, TSMC a déjà annoncé la création de son usine aux États-Unis pour régaler, pareil, ses clients américains. TSMC qui travaille notamment avec Apple, donc Apple qui aime se targuer de son design in California. Du coup là il pourrait peut-être un peu plus faire fabriquer aux États-Unis. Peut-être que ça les intéresse aussi et ça leur permet aussi de contrôler bien plus les process que quand c'est à l'autre bout de la terre. Donc voilà, la bataille de deux gros groupes asiatiques, l'un coréen Samsung, l'autre taïwanais, si je ne me trompe pas, TSMC. C'est la bagarre. Ils veulent faire les beaux yeux à leurs clients, notamment aux Américains, donc ils s'implantent aux États-Unis. Ils investissent des sommes énormes. Ici, on parle de 10 milliards pour Samsung. On avait évoqué 12 milliards pour TSMC. Et peut-être aussi un moyen, bien sûr ces entreprises ne sont pas chinoises, mais d'apaiser et d'être sûr d'avoir des bonnes relations avec
les gouvernements américains, peu importe qui ils soient, pour ne pas avoir de problème de taxes et de blacklist. Parce que on sait que des entreprises chinoises souffrent des mauvaises relations avec les États-Unis. Donc en implantant des usines, on s'assure d'avoir des bonnes relations, hein, clairement. On continue avec l'espace, vous savez, j'aime l'espace. Bon là, on nous parle de fusées qui envoient des satellites. Alors, je vous ai dit pendant le sommaire, 143 ou 144, je ne sais pas parce que on nous parle ici de 143 puis ici de 144 satellites. Donc, qui dit la vérité, qui ment, je ne sais pas. Tout ça dans le même article, bien sûr. 143 ou 144, donc plus de 140, dans une seule fusée. Une seule, une fusée SpaceX, bien sûr. Ça régale. Par contre, c'est énorme. Alors, on ne nous dit pas à quoi vont servir tous ces satellites. Ce qu'on nous dit, c'est que 10 d'entre eux servent au projet Starlink. Starlink qui n'est pas le jeu vidéo auquel je joue, même s'il s'appelle aussi Starlink. Mais c'est le principe, enfin l'idée d'avoir un internet par satellite, et donc pour ça il faut déployer des satellites qui quadrillent la planète pour que ça marche partout. C'est ce qu'est en train de faire Elon Musk. Mais ce qui est aussi très intéressant, parce que ça que Starlink envoie je savais déjà qu'ils envoyaient des salves de plusieurs satellites, parce que c'était plus simple d'en envoyer plusieurs d'un coup. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est un lancement participatif. C'est-à-dire que plusieurs entreprises se partagent ce lancement en termes de frais, ce qui permet en gros à des plus petites entreprises de pouvoir lancer des satellites propriétaires, ce qui est vraiment super bien, ce qui est vraiment super intéressant, parce que clairement tout le monde ne peut pas lancer un satellite actuellement. Et je pense que malheureusement, il y aurait des entreprises avec des projets intéressants qui pourraient avoir besoin d'un satellite et qui n'ont pas accès à ce genre de truc parce que manque de moyens. Ici, c'est peut-être une solution. On nous dit aussi qu'ils battent du coup le record précédemment établi par une fusée indienne. Alors je sais plus combien ils avaient envoyé de satellites. En tout cas, c'est quand même plus de 140 satellites. C'est quand même un truc de fou dans une seule fusée. Franchement, il doit y avoir des satellites, ils sont petits quand même, parce que je veux bien et tout, mais une fusée c'est pas si grand que ça, hein, t'as pas tant de place. Hein. Mais j'aime beaucoup l'idée du lancement partagé et de permettre à des plus petits groupes ou des plus petites sociétés, voire des laboratoires de recherche même plus petits et avec moins de moyens, de participer à cette course à l'espace et à la découverte, aux découvertes possibles et infinies qui se préparent, sorties de notre planète. C'est cette fusée-là. C'est cette fusée-là, tout à fait. C'est écrit la photo du décollage de ce week-end. C'est cette fusée-là totalement. Totalement. Est-ce que je peux l'avoir en plus grand? Non. Pas le droit. Dommage. On continue avec une news qui va être très rapide. Juste, Corsair s'est mis à la page. Ils sortent enfin leur SSD PCI Express 4.0 qui atteint jusqu'à 7000 ms comme tout le monde. C'est les toutes premières informations qu'on a dessus. Et on n'a vraiment rien d'autre. Donc on verra quand ça sortira. Il devrait ressembler à un truc comme ça, à peu près. Avec ce gros radiateur possiblement amovible, je ne sais pas. Et oui, ils se sont amusés à faire un Tetris. De toute façon, tous les envois de fusée, c'est du Tetris. Hein. T'as un tout petit endroit. Enfin, c'est jamais grand une fusée. C'est tout le temps un Tetris. Du coup, on ne sait pas plus de choses par rapport à ce SSD, mais ils se
se mettent au point technologiquement comme tout le monde. Il n'y a pas de... Faut le faire. Faut le faire. De plus en plus de cartes compatibles PCI Express 4.0, donc il faut être présent. Il faut être présent et pas trop tard. Sinon, on passe pour les nulos. Et il faut surtout pas passer pour les nulos en termes de tech. Sinon, ça passe mal et souvent ça reste. On continue avec des ventilateurs. 2 ventilateurs aujourd'hui. Le premier, un Asus. Alors, bon, il est très classique, il n'a pas de RGB, il est à lévitation magnétique, les dernières technologies pour faire le moins de bruit possible. Et petit point intéressant, il descend jusqu'à 250 rotations par minute, ce qui est très très bas. Ce qui est très très bas et du coup ce qui fait très peu de bruit. En plus avec de la lévitation magnétique qui est censée faire un minimum de bruit possible. Il est certifié 400 000 heures de fonctionnement, donc 400 000 heures quand même. Je ne relèverai pas ta remarque qui te cache. Et il sera disponible en avril, on verra quand il sortira. 400 000 heures, oui monsieur. 400 000 heures, ça veut dire qu'ils nous promettent un produit hautement qualitatif. On verra quand ça sortira, mais je trouvais ça sympa l'histoire des 250 rotations par minute parce qu'en fait c'est ça l'histoire des ventilateurs, c'est qu'ils sont à une vitesse de rotation variable, oui, mais ils ont des seuils, un seuil minimal et un seuil maximal. Et le seuil minimal, c'est pas une rotation par minute. C'est un petit point à noter. Et souvent, c'est pas 250 le minimum. Donc, ça peut aussi permettre de lisser les courbes et d'avoir, dans certaines situations, un PC plus silencieux. Et ça, c'est quand même pas mal d'avoir un PC silencieux. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Même si j'ai un casque et tout, le silence, c'est pas mal. Surtout quand il est... forcément, pas quand il est en plein gaming prolongé et tout, mais quand il est au repos et tout, on aime bien avoir un truc silencieux. Il n'y a pas besoin de faire tourner des ventilateurs à fond si c'est pas nécessaire. Et ça peut être une solution d'avoir des ventilateurs qui peuvent tourner très très lentement. On continue avec un ventilateur qui n'est pas... du coup, j'ai encore pas remonté la news. Let's go. Celui-là, il est pas très spécial, à part son look. On y voit ici le RGB et surtout en son centre, l'effet miroir infini, notamment utilisé sur les kits de les Waterblock NZXT. Du coup, c'est quand même plutôt joli. Hein. Moi, je trouve ça plutôt propre. En façade, ça peut être plutôt sympa. Je suis d'accord avec toi, Toxic. Clairement. Un PC qui tourne toute la nuit dans la même pièce que toi, s'il n'est pas ultra silencieux, pour moi, c'est juste pas possible. C'est mort, je ne m'endors pas. Du coup, joli. Après, à voir ce que ça donne en termes de... Vous voyez, par exemple, celui-ci descend jusqu'à 600 rotations par minute. Donc ce qui est beaucoup plus que 250, plus de 2 fois plus. Par contre, il est très joli. En vrai, moi je le trouve très joli. En façade, si vous voyez directement les ventilateurs, ça peut être sympa. Après, il faut quand même voir directement les ventilateurs. Et on n'a pas de prix, pas de date, malheureusement. C'est un ventilateur de la marque Jonesbo avec un nom tout pourri parce qu'il s'appelle le FR901. Franchement, faites un effort sur les noms. Et voilà, à l'arrêt il est comme ça. Mais j'aime bien le côté miroir infini, je trouve que, je sais pas, c'est... du coup ça fait du RGB et tout, mais tout en gardant un petit côté sobre et tout. Et faire pour France, j'en ai aucune idée. J'en ai clairement aucune idée. Je n'ai aucun contact auprès de Jonesbo, mais s'ils veulent me les envoyer, je serais très heureux de les montrer en live. Non, mais moi je les trouve jolis. Après avoir toujours pareil, moi toujours la même chose, le bruit. Les ventilateurs, c'est
Le bruit, parce qu'ils tournent tous, ils font tous de l'air pour refroidir, ça ok, effectivement plus ou moins bien, mais ce qui est important c'est le bruit, surtout quand on a beaucoup de ventilateurs, et s'ils font du bruit c'est mort. Mais ça il faut les essayer, il n'y a que le test en conditions réelles qui nous dira le bruit. On continue avec Intel qui nous utilise déjà sa 12e génération alors que la 11e n'est pas sortie. On commence à avoir l'habitude des annonces très en avance. Donc on nous parle ici du Core i9 12900K, du Core i7 12700K et tout ce qui s'ensuit, avec du coup une promesse de finesse de gravure en 10 nanomètres. Là où on est toujours et encore en 14 nanomètres. Sur les générations actuelles et même sur la 11e qui n'est pas encore sortie. Deuxième truc, AMD à côté est déjà en 7 nanomètres et annonce du 5 pour le futur. Vous voyez quand même, hein, on divise par 2 à chaque fois. Qu'est-ce qu'on nous promet? On nous promet une architecture du type Big Little. Alors, est-ce que vous connaissez l'architecture Big Little? Eh ben moi, je connaissais pas. Mais oui, hein, je connais pas tout. Je connais pas grand-chose d'ailleurs. Mais du coup, je suis allé me renseigner. Et en fait, c'est l'idée de faire des cœurs dédiés. Des cœurs dédiés aux applications lourdes et des cœurs dédiés aux applications légères. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir chaque cœur qui est optimisé pour un type d'application, que ce soit une application qui demande beaucoup de performance ou une application plus légère du type bureautique, navigation internet, ce genre de trucs. Donc on nous parle ici pour les plus gros modèles de 2 fois 8 cœurs avec d'un côté pour les cœurs de performance, qu'ils appellent les cœurs de performance qui va être dédié aux applications lourdes, la possibilité de faire x2 en calcul, donc 16 threads. Du coup, comme on avait déjà évoqué, avoir deux blocs de puces. On nous dit aussi du coup l'arrivée du DDR5 pour la RAM, du PCI Express 4.0. J'espère au moins quand même, parce que normalement elle devrait arriver sur la 11e, faut pas déconner. Et peut-être du 5.0, ça on verra, on en sera rendu. Du coup, de l'innovation, clairement. C'est ce qu'on peut leur donner. Est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec la marge qu'a pris AMD sur ces derniers modèles? On verra. Il faudra tester le matériel pour savoir. Mais au moins, on fait des trucs, on innove, on va chercher quelque chose. Là où la 11e génération, elle temporise et elle fait plaisir à personne. Hein. En vrai, elle n'est pas encore sortie et personne n'en veut. Hein. Ça commence à être un peu un problème. Surtout qu'on ne nous annonce pas pour l'instant des prix spécialement agressifs, que ce soit sur les processeurs comme sur les nouvelles cartes mères qui devraient sortir en même temps. On va voir, mais moi, elle me fait un peu peur cette 11e génération et j'ai un peu peur que ça donne une très mauvaise image de Intel qui est en train de perdre, qui a perdu sa place de premier à peu près partout et ça commence à être compliqué, quoi. On verra, c'est le futur. On nous annonce septembre. On nous annonce septembre de cette année. J'en bafouille. Mais on verra. On a encore un peu de temps et d'abord que la 11e génération sorte, qu'elle soit testée en long, en large et en travers. Et on verra si elle est si décevante que ça. Mais j'ai déjà peur. J'ai déjà peur pour cette génération qui ne fait pas très envie techniquement. On verra comment elle se comporte et on verra le produit fini. De toute façon, la réponse elle est toujours dans le test du produit fini et pas dans les listes de caractéristiques données pour annoncer les produits. Hein. C'est toujours la même chose. On continue avec de la carte graphique chez AMD qui nous parle d'une carte BGPU.
donc avec deux puces, comme si vous mettiez deux processeurs à côté, et bah là c'est deux puces graphiques dédiées au graphique. Donc pourquoi pas, en vrai pourquoi pas, juste jusqu'à maintenant ça n'a pas vraiment été fait parce que ça nécessite tout de même des alimentations assez importantes de mettre deux puces sur la même carte, des alimentations qu'il faut gérer, ça peut générer aussi une chauffe bien plus importante, là pour le coup vraiment bien plus importante. Donc à voir, on utilise ça, franchement, j'ai un peu l'impression que les architectures avec plusieurs puces sur la même carte, on nous en parle à chaque fois qu'on nous annonce des futures générations. Là, ils se basent sur visiblement alors, patent en français, c'est des brevets. Ça a été dur à revenir, mais j'ai trouvé des brevets qui ont été déposés par AMD pour ce genre de technologie. On sait que des brevets déposés, c'est régulier. On nous reparle aussi du MCM, du multi-chip module. Le principe est simple, associer des éléments qui n'ont pas la même finesse de gravure, ce qui est à l'heure actuelle pas possible. À l'heure actuelle, si vous avez par exemple des éléments en 7 nanomètres, et bah tout doit être en 7 nanomètres, que ce soit vos puces de calcul, mais aussi vos contrôleurs de mémoire, toutes les puces devront être gravées à la même finesse. Et ici, on nous dit que peut-être qu'on a trouvé des moyens de dépasser ça et du coup d'associer des trucs de finesse différentes, ce qui pourrait leur permettre, dans un premier temps, j'imagine, pour eux, déjà faire des économies, déjà, et aussi, et surtout pour nous, qu'ils aient une production plus souple et donc plus de disponibilité. Et ça, quand on parle de disponibilité dans les cartes graphiques, là tout le monde ouvre les yeux là. Donc en vrai, si ça peut régler des problèmes, c'est bien d'y penser. C'est des trucs qu'on entend aussi régulièrement, c'est des principes technologiques intéressants, mais c'est des trucs qu'on ne fait pas encore, donc on ne doit pas totalement maîtriser, à voir, mais vu le problème actuel de disponibilité, notamment sur les cartes graphiques, peut-être qu'il faut y penser un peu plus fort. En tout cas, tout ça est basé sur... tout ça n'est que spéculation. On n'a pas on n'a rien d'officiel déjà de la part d'AMD, et c'est surtout basé sur des brevets qui ont été déposés, vous voyez, en ce début d'année, donc peut-être dans le futur, pourquoi pas. En vrai, si ça peut rendre la production plus simple, et du coup, si ça réduit vraiment en termes de prix le coût de production, peut-être que ça peut aussi être impacté sur nous, avoir des cartes moins chères, pourquoi pas. Non, moi je dis ça comme ça, hein, mais pensez-y. Ça peut être un bon plan, il y a un truc. On continue avec la 3060 disponibilité fin février. Les tests fin février. En vrai, visiblement, il n'y en a pas pour l'instant. Pour personne, ni la presse, ni les gens normaux. Donc, pas de test. La sortie fin février. On verra s'il y en aura vraiment. On rappelle, pas de Founders Edition pour ces cartes. Que des cartes custom. On nous annonce toujours à partir de 335 €. À voir. À voir. Vraiment, à voir. J'ai peur. J'ai peur que qu'il n'y en ait pas. Hein. J'ai peur qu'il n'y en ait pas. Donc, on nous dit les tests le 19, à partir du 19, et la sortie autour du 26, 27, 28.
335 € on espère, on verra. Déjà s'il y en a, ce sera pas mal. C'est dur de dire ça, mais ce sera pas mal. Si elles sont à 335 €, s'il y a des modèles à 335 €, et bah je leur donne la clémentine d'or direct. Bravo à vous, parce que là ce sera bien joué. On attendra fin février et peut-être qu'ils recevront la clémentine d'or. Mais ah, ça mérite la clémentine d'or s'ils arrivent à avoir des cartes disponibles et certains modèles à 335 €. Attention, je ne parle pas des modèles tout petits avec seulement un ventilateur et tout, hein. Je parle d'un vrai modèle avec au moins 2 ventilateurs, taille standard, de bureau compatible ATX, machin. Pas les mini modèles. Je veux un vrai modèle. On verra. On va finir, il nous reste 2 petites news. Première petite news, ça va aller très vite, mais juste, on nous dévoile ici le PCB, c'est-à-dire la carte électronique d'une 3090 de chez Galax. Alors, je la retrouve. Voilà, ici. Juste pour vous montrer... Juste pour vous montrer comment est fait une carte graphique très vite fait. En fait, vous avez en gros 3 parties. Si vous prenez sur l'image du haut, parce qu'en fait, vous avez la face, le dessus et le dessous de la carte. Si vous prenez l'image du haut, de gauche à droite, vous avez du coup à gauche au début, d'ici à... en gros là, pour faire simple, vous avez la partie qui est dédiée à la restitution du signal. Ici, vous avez la partie dédiée au calcul. Vous avez au centre la puce graphique, le GPU, et tout autour la mémoire dédiée. Vous voyez ici sur le dessous que la mémoire dédiée, il y en a aussi en dessous. Bah oui, c'est une 3090, il y a un sacré paquet, il y a 24 Go de mémoire, donc il faut bien toutes les mettre. Et toute cette grande partie sert à l'alimentation. Vous avez ici les 3 connecteurs d'alimentation, les 3 connecteurs 8 pins, et tout ça, c'est les étages de puissance pour délivrer ce qu'il faut bien, où il faut, avec la précision ultime, et voilà. Donc, et du coup, vous l'avez de façon inversée ici. Ici, l'alimentation, ici le calcul avec la mémoire, et ici le signal. Voilà, petit cours d'élec très vite fait. En vrai, quand expliquer comme ça paraît simple. C'est très très compliqué. Expliquer comme ça paraît simple. Je n'ai clairement pas du tout les compétences pour comprendre tout ce qui est fait ici. Même si j'avais beaucoup de temps. Mais voilà, je sais qu'il y a 3 parties, en gros, et c'est bien de savoir ce qu'on regarde aussi. Voilà, c'est pour votre culture, si jamais en soirée, quand on pourra refaire des soirées. Et on finit avec un ordinateur portable. Je vois qu'il est déjà tard, faut que je me dépêche. Ordinateur portable de chez MSI. Du coup, c'est un monstre. Il coûte très très cher. On y retrouve un i9 10e génération, une RTX 2080 Super, 32 Go de RAM. On a un écran Full HD 300 Hz, 15 pouces. Il ressemble à ça de derrière, à ça de dessous. Et où la partie... Ah, mais il ne le montre pas de devant. Ok. Il coûte 3200 €. C'est très très cher. Je veux voir le PC, s'il vous plaît. Merci. Ici, le PC. Voilà à quoi il ressemble. Ah, yes. Voici à quoi ressemble le PC. Donc il est plutôt classique, on y retrouve juste particularité
On a une bande rétro-éclairée RGB, synchronisable, adressable, tout ce que vous voulez. Là, en dessous. Voilà. C'est le petit côté un petit peu spécial et gaming du truc. Il coûte quand même 3200 €. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce truc-là? Il marchera très bien, il est ultra performant, aucun problème là-dessus. À 3200 €, on espère tout de même. On peut lui reprocher de ne pas être équipé d'une série 30 de Nvidia. Oui, mais quand il est sorti, ce n'était pas disponible. Il sera probablement équipé d'une série 30 en mise à jour bientôt. Vous voyez ici, 3199,95 €. Ce que je voulais vous montrer, c'est la consommation, parce que souvent je vous dis c'est très bien de faire des trucs très puissants en ordinateur portable. Petit problème, la batterie meurt si vous lui demandez vraiment de la puissance. Ici on a un monstre de puissance, on a un i9 10e génération, une 2080 Super, 32 Go de RAM, tout ce que vous voulez dans un vrai PC. Déjà vous pouvez voir qu'il chauffe quand même. Le GPU monte à 70 degrés, le CPU à 81, malgré son très bon refroidissement, mais surtout l'autonomie, et c'est là-dessus que je voulais en venir. L'autonomie, vous voyez en jeu, qui est le moment où vous lui en demandez le plus, vous lui demandez vraiment de sortir les performances dont il est capable, vous avez une autonomie de 71 minutes. 71 minutes, donc 1 h et 11 minutes. Faut pas faire de game de League of Legends. Ça va pas passer. Donc effectivement, sur de l'internet, il fait 368 minutes, ce qui est très bien, et 302 en vidéo, qui est un applicatif où on nous demande le minimum de puissance. Quand on lui demande de la puissance, ne jouez pas sur batterie. Ce n'est pas. En plus, vous allez la tuer. Vous allez la tuer à. Parce que du coup, 71 minutes, c'est de 100% à 0. C'est de 100% à 0. Donc, si vous jouez sur batterie, vous allez la détruire. Vraiment la détruire. Ne faites pas ça. Et c'est le cas sur tous les PC portables performants. Si vous jouez sur batterie, vous allez détruire votre batterie. Parce que vous pouvez pas. Vous lui demandez des performances. Oui, il est capable de faire de la performance. Votre batterie n'est pas capable d'alimenter votre PC en mode performance. Ça ne marche pas, et c'est le cas sur toutes. Ou alors il faudrait que votre batterie elle fasse la taille de votre PC portable. Personne ne veut en arriver là. Et on a des cordons d'alimentation secteur, donc faites attention. Vous savez maintenant comment ruiner votre batterie, ne le faites pas. Et c'est quand même assez significatif. 71, et ce sera le cas pour tous les trucs. Plus il sera puissant, plus ce sera le cas. Voilà qui conclut notre point actu du jour. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sympa. Plein de petites news, plein de petits trucs, un peu de tech, un peu d'hardware. Pas trop de jeux vidéo, mais des news sympas, bien chargées comme souvent le lundi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous reviendrez, et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à faire des petits retours comme d'hab. Je lis tout avec grand plaisir.